L'aube du 19 février 1945 a aimé comme un autre jour en enfer terrestre. Le soldat Robert Denham, un marin naval de première classe, s'est accroupi derrière un rocher volcanique vif avec son lanceur de dos lancé en M11, cassant comme une bête mécanique sur le point de cracher du feu. À seulement 50 mètres devant, des défenseurs japonais invisibles avaient transformé chaque grotte, chaque tunnel, chacun se double du sable noir en un piège mortel. Ce qui se passerait ensuite laisserait les soldats ennemis si stupéfaits, si dominés par le pouvoir dévastateur de cette arme, que beaucoup auraient été témoins de quelque chose de surnaturel. Mais comment les États-Unis ont-ils développé cette machine terroriste? Et pourquoi est-elle devenue la clé pour démanteler la forteresse la plus insurmontable du Japon? Iwo Jima n'aurait jamais dû être un champ de bataille décisif. Cet îlot de soufre de seulement 8000 carrés, perdu à 650 miles au sud de Tokyo, ne semblait qu'un autre pas oublié sur le chemin par le Pacifique. American Intelligence a prédit que sa réussite prendrait 3 jours. Ils ont été confondus pendant 33 jours et 25 000 victimes. Son nom a déjà annoncé le cauchemar, Sulphur Island. Et le terrain a rempli la promesse infernale. Le sable volcanique noir a absorbé la chaleur du soleil tropical, faisant ressembler chaque pas à une promenade sur une assiette à incandescence. Des fentes sur le sol exhalaient la vapeur et l'odeur pourrie des œufs endommagés, qui ont imprégné des uniformes pendant des semaines. Mais ce n'est pas la géographie qui a rendu Iwo Jima presque invincible. C'était ce que les Japonais avaient construit sous leurs pieds. Pendant 8 mois avant l'invasion américaine, les 22 000 soldats du lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi ont transformé l'île en réseau défensif le plus sophistiqué jamais vu. Ils ont creusé 16 miles de tunnels sur une roche solide, interconnectant des centaines de grottes, des bunkers et des positions de combat. Certaines salles abritaient des entreprises entières, d'autres étaient si étroits qu'ils se comportaient à peine un homme rampant. La pierre volcanique était si dure que les bombes américaines ont fait irruption dans des balles de tennis. La stratégie japonaise était révolutionnaire. Au lieu de défendre les plages comme sur les îles précédentes, Kuribayashi leur a ordonné de laisser les Américains atterrir sans résistance. Ce n'est qu'alors que lorsque les marines étaient dispersées sur tout le territoire, les défenseurs émergeraient de leur labyrinthe souterrain pour les anéantir à l'intérieur. Un piège méticuleusement planifié pendant des mois, et les Américains y sont tombés directement. Le premier jour semblait presque trop facile. 70 000 marines ont marché sur les plages du sud avec une résistance étonnamment faible. Certains ont joué cette fois, le bombardement naval avait fonctionné. D'autres ont spéculé si les Japonais avaient simplement abandonné l'île. Les deux étaient terriblement erronés. Lorsque les marines ont avancé à l'intérieur, par des pentes volcaniques, l'enfer s'est réveillé. Les mitrailleuses sont sorties de nulle part, comme si le sol lui-même crache. Les grenades de Mortero sont tombées comme une pluie mortelle de grottes invisibles. Les Français massacrent des savons avec des terriers si bien camouflés que les hommes pourraient les monter sur eux sans se rendre compte de l'ennemi en centimètres de profondeur. Les Japonais avaient appris des leçons difficiles lors des défaites précédentes. À Guadalcanal, Tarawa et Seppan, les attaques de Banzai n'ont servi qu'à remplir des fossés ordinaires avec leurs propres morts. Dans Iwo Jima, ils se battraient différemment. Chaque position connectée au réseau souterrain. Lorsque les Américains ont attaqué un bunker devant, les défenseurs ont glissé les tunnels et ont réapparu derrière eux. Lorsque les marines pensaient avoir nettoyé une zone, des soldats japonais sont venus de cachettes qui avaient passé des heures plus tôt. Les armes conventionnelles étaient inutiles contre cette forteresse enterrée. Les projectiles d'artillerie qui ont détruit les bâtiments ont à peine gratté la roche volcanique. Les bazooks et les grenades de fusil n'ont pas pénétré le bunker profond. Aux photos directes des canons navals ont souvent échoué en silence. Positions aériennes qui ont tiré à nouveau quelques minutes plus tard. Les marines se sont battus contre un ennemi qu'ils ont rarement vu sur une terre qui semblait conçue par le démon. Ils avaient besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de capable d'atteindre les grottes les plus profondes et d'expulser les défenseurs qui ont refusé de se rendre. Cette solution était déjà chargée sur la plage par des unités spéciales des marines, des hommes qui avaient du bénévolat pour l'une des missions les plus dangereuses de la guerre du Pacifique. M11 n'était pas seulement une arme. C'était un cauchemar psychologique en forme de machine. Imaginez un fusil qui, au lieu de balles, a tiré des jets d'essence gélatineux capables d'atteindre 27 mètres et de tout transformer en flammes. Le carburant, appelé napalm, collé à des surfaces comme le feu liquide, brûlant même lorsqu'il est dispersé en couches minces. Avec 32 livres lorsqu'il est rempli, l'équipement a facilité ses opérateurs, mais dans les mains de droite, pourrait nettoyer une position fortifiée en quelques secondes.
Son fonctionnement était simple mais terrifiant, 2 réservoirs stockaient le mélange inflammable, tandis qu'un tiers contenait de l'azote comprimé qui a stimulé le jet à incandescence. En appuyant sur la gâchette, une rivière de feu éruption du baril, capable de fondre l'acier et de sucer l'oxygène à partir d'espaces fermés. L'effet psychologique, cependant, était encore plus dévastateur que les dommages physiques. Les opérateurs de lance de flammes, connus sous le nom de « Dragon Homme », entraînement intensif sous-joint avant le combat. Ils ont appris à agir par paire, l'un portait l'arme, l'autre le protégeait par un fusil conventionnel. Les Flamstones sont devenus la cible prioritaire de tous les Japonais dans le rayon d'action, faisant de la survie une question de vitesse, de position et une bonne dose de chance. L'arme avait déjà été utilisée dans les batailles précédentes, mais à Iwo Jima serait employée à une échelle sans précédent contre de telles défenses élaborées. Les marines étaient sur le point de constater que leur nouvel outil ne serait pas seulement un instrument de guerre, mais une arme de terreur psychologique capable de secouer la foi des soldats ennemis dans le concept même du combat. Jusqu'au 3e jour de lutte, il était clair que les tactiques d'infanterie traditionnelles ne chatouilleraient même pas les défenses d'Iwo Jima. Les victimes américaines ont tiré, avec des pelotons entiers immobilisés par des ennemis invisibles. Les commandants de la compagnie se sont vus des difficultés pour les grottes et les casamates qui n'avaient même pas dans leur carte. Les Japonais avaient créé un champ de bataille à 3 dimensions, où l'adversaire pouvait être au-dessus, à côté ou littéralement sous ses pieds à tout moment. C'est à ce moment-là que l'appel aux équipes de lancer de flammes est venu. Ces unités spécialisées avaient été conservées dans la réserve lors de l'atterrissage initial, mais maintenant ils ont avancé pour faire face aux points les plus résistants de l'île. Son premier test majeur viendrait dans un complexe de grottes. Au pied du mont Suribachi, le volcan dominant qui a écrasé l'horizon avec sa silhouette menaçante, la terre tremblait non seulement sous le poids des explosions, mais sous le poids d'une nouvelle forme de terreur. C'était l'aube du 22 février lorsque le sergent William Patterson et le soldat Joe Mackenzie se sont approchés du dédale de grottes qui avalait les marines depuis des jours. Les rapports de renseignement ne se trouvaient pas, là, parmi ces fissures sombres, au moins 2 douzaines de soldats japonais ont attendu, avec des mitrailleuses lourdes qui ont récolté toute progression de la pente. Des grenades et des tirs de fusil avaient été jetés contre ce nid comme des bâtons contre une forteresse. Il n'y a eu aucun instant. Jusque-là. Les défenseurs japonais avaient déjà fait face à tout ce que l'American Arsenal pouvait lancer contre eux. Les navires de guerre versent du canon sauvé capable de raccourcir les montagnes. Les vagues de bombardement BE-29 transformant les îles en paysages lunaires. Marines armées en baille, lance-roquettes de 81 mm, 81 mm. Ils avaient vu leurs camarades tomber sous chacune de ces armes, mais rien ne les avait préparés à quoi. C'était sur le point d'émerger de la brume du matin. Patterson s'est avancé à 40 pieds de l'entrée principale, les réservoirs de ses flammes se lançant légèrement avec chaque mouvement, un son qui, pour les oreilles entraînant à l'intérieur de la grotte, ressemblait à la traînée d'embrayage sur le métal. Les Japonais ont ajusté leurs mitrailleuses, calculant les angles de tir, attendant un autre vol conventionnel, une autre tentative désespérée d'hommes coulant sous le feu croisé. Au lieu de cela, ils ont vu l'enfer se matérialiser. Lorsque Patterson a pressé la détente, ce n'était pas un jet de balle qui a éclaté de son équipement, mais une rivière de feu liquide, épais et vorace comme la lave de son propre Suribachi. Napalm collé au mur de l'entrée, dégoulinant vers l'intérieur comme s'il avait une vie propre, adhérant à chaque saillie, remplissant chaque fissure de flammes qui ne se sont pas éteintes. En quelques secondes, l'accès est devenu un four. Mais le pire n'était pas le feu lui-même, c'était ce qu'il a fait avec l'air. La gélatine inflammable a rampé à travers les tunnels, consommant de l'oxygène, transformant les refuges en chambres de suffocation. Les cris qui résonnaient de l'intérieur ne souffraient pas, mais la panique primitive, le son des hommes réalisant que leur tactique, leur discipline, leur propre compréhension de la guerre était devenue inutile. Pour les Japonais dans ces couloirs, il n'y avait pas de logique à déchiffrer, aucune violation à explorer. Les balles pouvaient être esquivées. Les grenades pourraient être renvoyées. Mais comment vous défendez-vous à propos de quelque chose qui respire à travers les fissures des rochers? Comment combattez-vous un ennemi qui n'attaque pas à l'avance mais infecte l'espace autour de vous? Le soldat Hiroshi Nakamura, l'un des rares qui a émergé de ce cauchemar avec une santé mentale intacte, décrirait alors les interrogateurs américains qui n'étaient pas une arme, c'était une malédiction. Le feu a non seulement brûlé, il chassa, se faufilant à travers des passages qui devraient être sûrs, enveloppés dans une fumée si dense qu'il aveugle avant même que les flammes n'atteignent la viande. Les hommes qui avaient vu la mort de la Sérénité à Guadalcanal, Tarawa et Seppan luttent maintenant pour paniquer, grattant les murs à la recherche d'une sortie existante. En quelques minutes,
le complexe de grottes qui avait résisté à toute une compagnie de marines a fait taire. Certains se sont échappés par des sorties secrètes, d'autres ont succombé à la chaleur et à la fumée. Peu sont morts instantanément dans des langues du feu, la plupart ont été brisés par la terreur de réaliser que leur dernière ligne de défense, leur code d'honneur, tout cela avait été réduit en cendres par quelque chose qui n'obéissait pas aux règles de la guerre qu'ils connaissaient. Et lorsque la nouvelle de cette attaque s'est propagée à travers les tunnels d'Iwo Jima, portée par des survivants tremblants, une peur nouvelle et paralysante s'est installée dans les rangs japonais. Les Américains avaient non seulement apporté des armes. Ils avaient disputé quelque chose des profondeurs de l'enfer. La question n'était plus comme résister, mais si c'était toujours possible. Les grottes qui devraient être leur avantage stratégique étaient devenues des pièges parfaits, involontairement conçus pour concentrer et amplifier la puissance de ces démons du feu. Les commandants japonais, utilisés pour calculer chaque mouvement avec une précision chirurgicale, étaient confrontés à un problème sans solution: comment maintenir l'honneur contre un ennemi qui n'a pas combattu avec des épées ou des balles, mais avec l'élément même qui purifie et détruit. La bataille pour Iwo Jima était sur le point d'entrer dans une phase encore plus sombre. Les Américains avaient trouvé la clé pour débloquer la forteresse souterraine. Il a été laissé à savoir s'ils pouvaient l'utiliser sans brûler dans le processus. Alors que février a cédé la place à mars, les équipes de lancement de flammes sont devenues l'avant-garde de chaque offensive. Ce qui a commencé comme des duels isolés entre les hommes dragons et les pelotons japonais étonnés deviendrait bientôt une doctrine de guerre qui réécrirait les règles du Pacifique. L'effet psychologique de cette arme ne se limitait pas au champ de bataille, il pénètre dans l'esprit des soldats, redéfinissant ce que cela signifiait de combattre, de résister ou de se rendre. Et au centre de ce tourbillon, le cap Thomas Sullivan s'est avancé vers la colline 382 le 3 mars, entrant ce que les marines ont déjà appelé les broyeurs de viande, une tapisse de crête, des ravins et des bunkers qui avaient dévoré des centaines de vies américaines. Sullivan n'était pas un volontaire naïf. Il avait vu de près l'échec répété des tactiques conventionnelles contre les positions japonaises et avait choisi de porter les flammes non pas pour l'héroïsme, mais pour une découverte à froid: si la guerre traditionnelle ne fonctionnait pas, il était temps d'embrasser le monstre. Mais rien ne le préparerait à ce qu'il trouverait dans les entrailles de la colline 382. Les rapports de renseignement ont parlé d'une ville souterraine, un dédale de tunnels reliant des dizaines de positions renforcées, où les défenseurs pourraient disparaître à un moment donné et refaire surface dans un autre, des centaines de mètres devant, comme des fantômes. Lorsque Sullivan et son équipe se sont approchés du premier complexe bunkérisé, ils ont attaché leurs armes, attendant le bain de feu habituel. Au lieu de cela, ils ont assisté à quelque chose qui a contesté 4 ans de doctrine militaire japonaise. Même avant que Sullivan ne déclenche ses flammes, des chiffres ont commencé à émerger des ouvertures des tunnels. Pas un ou deux soldats, mais des équipes entières, les mains levées, les visages marqués non pas par la honte, mais par un soulagement malade. En 4 ans de guerre dans le Pacifique, la reddition de masse était un phénomène presque inexistant. Le code de Bushido n'a pas prédit la livraison, la mort préférée à un tel déshonneur. Mais il y avait des vétérans endurcis, des hommes qui avaient combattu avec le fanatisme pendant des semaines, déposant leurs armes aux pieds des Américains au premier aperçu de ces cylindres en métal sur le dos des marines. Quelque chose avait cassé. Ce ne sont pas seulement les défenses physiques d'Iwo Jima qui se sont précipitées, c'était l'idée même que la résistance à la mort avait encore ressentie. Et quand Sullivan a compris le pouvoir qu'il portait maintenant dans ses mains, il savait que la guerre ne serait plus jamais la même. Ce que les Américains ont été témoins, ce n'est pas seulement la défaite d'une armée, c'est l'effondrement psychologique des guerriers qui n'avaient jamais rien fait face aux limites de la guerre conventionnelle. Les soldats japonais avaient été formés pour mourir, mais pour mourir avec un honneur, sous le feu des mitrailleuses, sous l'impact des grenades, même sur le corps sanglant où l'acier a trouvé la chair. Cela était cependant différent. Les lancements de la flamme n'ont pas obéi aux règles. Ils ne nécessitaient pas de ligne de vue, ils ne respectaient pas la couverture, et non du contenu pour percer les corps qui les ont déviés. Le napalm n'a pas brûlé comme un feu commun. Il coulait comme une rivière d'agonie, infiltrant des tranchées, remplissant des trous où les défenseurs pensaient qu'ils étaient en sécurité. La gélatine enflammée collait sur la peau, les uniformes, les parois des grottes, transformant chaque surface en un piège mortel. Quelques minutes après l'attaque initiale, l'air tremblait encore de la chaleur, et l'odeur de chair brûlée imprégnait tout, un avertissement pour ceux qui ont osé s'approcher. Mais la véritable horreur n'était pas dans le feu lui-même, c'était ce qu'il a fait aux espaces fermés. Les tunnels d'Iwo Jima, chefs-d'œuvre de l'ingénierie défensive japonaise, sont devenus leur propre tombe. Le lanceur des flammes non seulement tué, étouffé. Il a consommé de l'oxygène,
remplit les couloirs de fumée toxique, a augmenté la température à des niveaux mortels même lorsque les flammes ne sont pas arrivées. Des soldats ont enterré plus profondément, couvrant leurs oreilles contre les cris de leurs compagnons, juste pour découvrir qu'il n'y avait pas d'évasion de l'air qui les a déjà condamnés. Pour les hommes créés dans la croyance que la mort honorable était une destination noble, réduite à un corps carbonisé, étouffé dans les entrailles de la terre comme des rats dans une tanière, était un blasphème contre tout ce qu'ils avaient appris à croire. La nouvelle de la puissance du lanceur des flammes s'est propagée parmi les rangs américains. Un feu. Des pelotons qui réticents auparavant à transporter les cylindres lourds les ont désormais contestés. Mais l'efficacité de l'arme était un prix sanglant. Les opérateurs de lance de flammes sont devenus une cible prioritaire et non juste pour leur létalité, mais parce que leur présence simple imitait la morale ennemie. Les tireurs d'élite nous chassaient avant même les officiers. Les mitrailleuses ont concentré le feu sur les réservoirs de carburant, les transformant en bombes humaines qui ont emporté toute l'équipe de soutien avec eux. Porteur ce pouvoir était une phrase, les victimes parmi les opérateurs étaient 3 fois plus importantes que celles de l'infanterie ordinaire. Et pourtant, ils ont avancé. Parce qu'ils savaient, tout comme Sullivan, que chaque avion de feu a sauvé des dizaines de vies américaines. Les commandants se sont adaptés. Maintenant, un opérateur lancé par la flamme n'a jamais agi seul, 4 marines l'ont flanqué, balayant le sol de rafales tandis que les ingénieurs ont désarmé des pièges. L'artillerie et les canons navals ont créé des rideaux de fumée pour masquer leur avance. Ce qui avait commencé comme une arme de fortune est devenu le cœur d'une machine de guerre synchronisée, où chaque pièce existait pour protéger et améliorer ce feu qui a brûlé plus que les corps, il a brûlé le désir de combattre. Les Japonais ont répondu avec une cruauté égale. Ils ont abandonné leur labyrinthe souterrain, se propageant dans des terriers individuels, comme des araignées dans leurs trous. À l'approche des flammes, ils se sont retirés par des tunnels secondaires, seulement pour réapparaître à l'arrière des Américains, tirant dans l'ombre. La bataille est devenue un jeu macabre de chats et de souris, où le feu n'était plus une arme de vol, mais un instrument de chasse. Les derniers bastions, les cavités ont fouillé 15 mètres de profondeur dans la roche volcanique, même au défi du napalm. Les ingénieurs américains ont commencé à sceller les sorties secondaires avec des explosifs avant d'injecter le feu par l'entrée principale. Le résultat ? Les fours humains, où l'air est devenu du poison et les murs, s'inclinent. C'était marche qui avançait à avril, et Iwo Jima n'était plus une bataille, c'était un massacre. Les défenseurs restants, boiteux et affamés ont fait face à une impasse, mourir brûlés dans les profondeurs ou courir pour être abattus en tant qu'animaux harcelés. Beaucoup ont préféré le seppuku, la lame dans l'utérus, se rendant à cet incendie qui n'a même pas été digne d'être renvoyé à l'Empire. American Intelligence Report a estimé qu'au cours des 2 dernières semaines, la plupart des Japonais sont morts de leurs propres mains que pour les balles ennemies. Et puis vint les témoignages des quelques prisonniers capturés dans cet enfer. Des hommes comme le caporal Yoshitaka Ono, traîné d'un coup le 20 mars, dont les yeux brûlaient toujours du reflet des flammes qu'il avait vu consommer ses compagnons. Ce feu, marmonna-t-il dans un anglais brisé, il ne tue pas seulement le corps. Volant le courage avant même de ressentir la douleur. Ces paroles résonnaient dans les rapports des officiers américains, qui les lisent avec un mélange de satisfaction tactique et un malaise croissant. Parce que si les flammes étaient l'arme qui gagnait des guerres, c'est aussi l'arme qui a changé les hommes qui l'ont brandie. Et personne ne savait mieux que le soldat Robert Denham. Avec l'aide d'un interprète, Denham a décrit comment la vision du napalm fougueux s'est effondrée aux soldats les plus durs. Le feu passe à travers les tunnels comme un dragon de légendes anciennes, ces mots coupent l'air, font pleurer des hommes forts comme des enfants. Il n'y a nulle part où courir. Il n'y a nulle part où se cacher. Il est tout le seul à s'attendre à ce que le feu le trouve. Un autre prisonnier, le soldat Kenji Matsuda, a survécu à une attaque lancée par la flamme le 15 mars en fuyant un tunnel caché. Sa déclaration a révélé quelque chose de plus dévastateur que les brûlures, l'effet de l'arme sur la cohésion des troupes. Après le feu, personne ne fait plus confiance au tunnel. Les hommes abandonnent leur position sans ordre. Les officiers ne peuvent pas s'arrêter. Ok. La peur est plus forte que la discipline. Ces rapports ont confirmé ce que les commandants américains étaient déjà présents, mais ils ne comprenaient pas pleinement. La véritable puissance de la lance de flamme ne concernait pas seulement les corps de carbonisation, mais en incinérant sa propre capacité de résistance organisée. Lorsque les défenseurs n'ont pas fait confiance à leurs tranchées, lorsque la formation est devenue inutile et que la mort pourrait provenir de n'importe quelle ombre, les unités militaires ont simplement cessé d'exister en tant que force de combat. C'était la dissolution de la guerre telle qu'ils la connaissaient. Le 26 mars,
la résistance japonaise a organisé à Iwima-Ruira une fois pour toutes. Le dernier complexe de grottes de position défensive majeure dans le secteur nord de l'île fell sous le vol coordonné de 3 lancements de flammes, soutenus par des ingénieurs et de l'infanterie. À ce moment-là, l'arme 6 semaines plus tôt avait terrifié les Japonais était déjà devenue une routine macabre, presque banale dans leur efficacité mortelle. Les chiffres finaux ont raconté l'histoire de leur dévastation. Sur les 22 000 défenseurs japonais à Iwama, moins de 200 ont survécu pour se rendre. Les victimes américaines, à leur tour, ont dépassé 27 000 entre morts et blessés. Les analystes militaires ont estimé que sans les flammes, les États-Unis auraient perdu au moins 50% d'hommes supplémentaires et que la bataille aurait pu traîner pendant des mois. Mais les statistiques ne pouvaient pas capturer le sens le plus profond de ces jets de feu. Le M11 avait non seulement changé la guerre dans le Pacifique, avait redéfini le concept même de la bataille. Il avait prouvé que même les positions les plus fortifiées pouvaient être neutralisées par des armes qui attaquaient l'esprit aussi férocement que la chair. À partir de cela, les flammes ne seraient plus des outils spécialisés pour devenir un équipement essentiel, prévu dans les doctrines comme des parties clés de toute offensive. Le choc que les Japonais ont connu en les faisant face pour la première fois à Iwima n'était pas seulement une surprise tactique. C'était le moment où la guerre avait transcendé ses propres limites, lorsque l'impact psychologique a été égalé, et parfois dépassé, de la destruction physique. Pour les marines qui exerçaient ces armes, Iwo-Jima deviendrait une expérience déterminante dont les leçons écho pendant des décennies. Ce qu'ils ont appris sur les tactiques combinées, la guerre psychologique et la moralité ambiguë des armes dévastatrices façonneraient la pensée militaire américaine en Corée, au Vietnam et au-delà. Pour les Japonais qui ont fait face à la fureur du lancement de la flamme, l'expérience a écrasé des siècles de tradition, il n'y avait aucun honneur dans la mort par le feu liquide, aucune gloire dans les positions défensives qui se sont transformées en pièges. La capacité de l'arme à pénétrer les bastions précédemment considérés comme impénétrables et détruire non seulement des vies, mais le désir même de se battre, influencerait la planification japonaise pour le reste de la guerre, y compris des décisions désespérées concernant la défense des îles principales. Les sables volcaniques noirs d'Iwama avaient été le théâtre de la naissance d'une nouvelle ère de guerre. Celui où la terreur psychologique pourrait être aussi décisive que le pouvoir matériel. Le lanceur de flammes américain avait non seulement gagné une bataille, il avait révélé à quelle vitesse la résistance pouvait s'effondrer lorsqu'il était confronté à des armes qui ont défié sa propre nature humaine. En arrière-plan, l'étonnement des soldats japonais lorsqu'ils sont tombés sur ces jets de feu n'était pas seulement pour la nouveauté tactique. C'était la reconnaissance d'un seuil croisé, un point sans retour, où les instruments de la guerre sont devenus si écrasantes qu'ils ont remis en question les fondements du courage et de la résistance militaire. Ce moment, forgé dans les entrailles sulfureuses d'une île oubliée dans le Pacifique, résonnerait dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale et redéfinirait comment les guerres suivantes seraient verrouillées. Le feu de dragon avait tout changé. Et le monde ne combattrait jamais de la même manière.